Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de La Voix du Cordiste. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Monsieur Pierre Perret pour ce nouvel épisode. Bonjour Pierre, Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour comment ça Erwan. va? Bien, franchement, au chaud dans mon chalet. La neige ne devrait pas tarder. Top. Et merci pour cette invitation sur ce format libre. Eh ben, avec grand Et je plaisir. crois qu'on a plein de questions à voir Ouais, ensemble. ouais, j'ai pas mal de petites questions à te poser. Pierre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et alors, moi, je suis papa d'abord. C'est le plus important pour moi. Euh, j'ai un de mes enfants qui est déjà dans la vie professionnelle. Euh, et bien évidemment, puisque c'est la raison de l'entretien, à titre professionnel, je suis sur deux activités. Je suis à la fois cordiste, formateur, jury d'examen, choses qui sont associées au métier de la corde, et, et je suis aussi accompagnateur en montagne. Attends, Ok, je suis aussi accompagnateur en montagne, et dans ces deux activités professionnelles, j'ai aussi des implications syndicales. Voilà, parce que je suis aussi, je suis accompagnateur, je suis président d'un syndicat professionnel d'accompagnateur en montagne, le SNAM. Donc voilà, c'est pour résumer ce qui anime ma vie. ok, très bien, merci beaucoup. Très bien, si ça te va, pour changer un petit peu l'ordre des choses, on va commencer par discuter un peu de EPI. Toi, tu as Oui. beaucoup d'expérience, ça fait des années et des années que tu es dans ce milieu professionnel et en plus tu as la partie du coup montagne et cordiste. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton point de vue sur l'évolution des EPI, les innovations qui sont assez nombreuses et comme on disait, je trouve que ça s'accélère un petit peu ces dernières années sur les propositions qui sont faites pour faciliter la vie des cordistes et des secours, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue? Euh, Beaucoup de choses à dire. Moi, quand j'ai commencé avec des EPI qui étaient pas du tout pour la profession. Moi, en escalade, on m'a vite fait comprendre que c'était pas ce qu'il y avait de mieux, ni réglementairement, ni ergonomiquement pour travailler. Donc, je me suis mis rapidement au matériel de cordiste. Alors, évidemment que en matière de sécurité, on a énormément évolué, sans parler même de l'EPI en même. Par exemple, quand j'ai commencé sur corde, on travaillait sur une seule corde, on avait un cuissard. Et souvent, ah, je crois que je t'ai perdu. Et Non, non. souvent, l'anti-chute, on le connectait sur une longe de maintien. Voilà. Donc tout ça, ça a explosé. En tout cas, ça devrait être le cas. Euh, et dans la diffusion des informations et dans le circuit des entreprises, euh, ça a bien évolué. Voilà. Alors, je ne suis pas dans toutes les entreprises, évidemment, mais en tout cas, sur les formations, ça s'est énormément formalisé. On a beaucoup travaillé sur l'obligation des entreprises sur la fourniture gratuite des EPI. Il y a encore du travail à faire. Puisque moi, quand j'ai commencé, par exemple, ben, c'était mes EPI que j'utilisais. Pourtant, j'étais intérimaire. Hein. Ça Ouais, reste ouais. malheureusement encore, et c'est un autre sujet, parfois un dossier clivant sur l'embauche. C'est pas normal. Mais je pense quand même que dans les entreprises, en matière d'ergonomie et chez les fournisseurs et constructeurs, il y a eu une réelle prise en considération de nos problématiques d'ergonomie et de sécurité. Il y a encore du travail à faire du côté des femmes, euh, toujours un peu en retard là-dessus, puisque c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes cordistes, de filles cordistes, et bah, elles se plaignent des mêmes choses que nous quand on est arrivé avec des EPI qui n'étaient pas adaptés de point de vue ergonomique. Voilà. Tout ce qui est plus très grand, très petit ou différent, malheureusement, ça ne rentre pas dans la vision commerciale, mais ça vient petit à petit. Quoi. C'est ça, exactement. Et Euh, puis ça vient rajouter une couche pour les intérimaires femmes, du coup, ou les intérimaires qui ont des gabarits qui sont, on va dire, hors normes, ou en tout cas, Après, on est dans une culture, en tout cas ma génération, je ne veux pas les généraliser, mais très fétichiste par rapport au matériel. On a du mal, même quand on discute sur l'idée que c'est aux employeurs de le fournir, on a quand même du mal à lâcher le morceau sur ouais, je préfère quand même utiliser les miens, ils sont mieux adaptés. Moi, j'ai trouvé un bon compromis, je suis indépendant, donc en profession libérale, ce sont mes EPI. Mais c'est vrai que parfois, j'ai eu, dans certaines entreprises, des difficultés à accepter le matériel qui m'était mis à disposition parce que souvent, il n'était pas adapté, euh, pas en bon état, pas très propre. Et on reste attaché à ces EPI quand ils sont
entretenu par soi-même, en fait. Mais ça change petit à petit, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, t'as un gris-gris, t'as un EPI, t'as soit un vieux qui existe depuis un moment où t'as jamais su t'en passer ou un Alors, nouveau? j'ai réfléchi à tes questions, ça m'a fait sourire. J'aurais tendance à dire l'anti-chute, puisque le nom de ma structure, c'est anti-chute. C'est un pied de nez à la profession. Et je suis formateur. Et j'ai réfléchi, en fait, je crois qu'il y a un truc que j'utilise tout le temps. C'est tout bête, hein, c'est le casque. Puisque même quand je suis pas sur corde, le casque, on l'a sur la tête. Bah oui, oui. Alors, ça donne un sentiment de protection, ce qui est franchement pas toujours le cas, évidemment. Sur les chantiers, le casque, c'est un pansement. C'est bien de l'avoir. Euh, mais Euh, par exemple, dans l'inconscient de mon fonctionnement, et chez beaucoup de cordistes, quand tu discutes de l'arrivée de la deuxième corde pour des gens qui font de la montagne, euh, il est parfois difficile de revenir sur une seule corde quand on y va en montagne, par exemple. Ce sentiment de il me manque quelque chose. Il Eh manque quelque chose. bien, Ouais. voilà. Eh bien, le casque, c'est un peu pareil. J'ai fait beaucoup d'escalade, alpinisme. Alors, l'alpinisme, tu mets un casque. J'ai fait beaucoup d'escalade et en escalade, quand tu es en falaise aseptisée, tu mets pas de casque, ce qui devrait être le cas, parce qu'on peut faire se faire mal. Mais du coup, quand tu reviens dans des circonstances où tu n'as pas obligation de mettre le casque, tout à coup, il te manque un truc sur la tête. Donc voilà, je crois que le casque, c'est un truc, je le cherche tout le temps. Hmm. Là, tu vois, je monte sur Paris pour un workshop. Eh ben, le seul pays que j'ai pris avec moi, c'est mon casque. Parce que le reste, après, je l'ai à disposition. Mais bon, Ouais. voilà. Si ça peut répondre à la question, Pour des prix, effectivement, le ouais, c'est casque. une petite question d'habitude. Moi, c'est tout bête, mais pour des trucs de tous les jours, le vélo, au début, tu mets pas de casque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai commencé à en mettre quand j'ai commencé à faire un peu des cabrioles ou à faire du VTT, on va dire, un peu plus poussé. Et après, une fois que t'en mets plus, tu te sens un petit peu à poil, quoi. Donc, c'est un peu pareil, je Exactement. pense. Sans un poil. Ouais. Ah, ok, ok. Bah, merci beaucoup, c'était intéressant. Euh, Est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, j'allais dire de nous parler de tes figures marquantes, mais toi, du coup, j'allais dire, j'allais juger ton âge, c'est méchant. Mais du coup, toi, tu as dû connaître un paquet de Non, casques, non, c'est mais. surtout ça que je voulais dire. C'est que tu as dû Alors, connaître quelques personnes qui... j'ai réfléchi un peu entre des anciens qui sont partis et Mhm. partis difficilement. Je pense souvent, enfin, souvent, je pense régulièrement à un cordiste qui était un ancien syndicaliste, enfin, qui était syndicaliste à l'époque du SCAFCO, Jean-Marie Dubois, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à l'époque chez Versant à Marseille, Mhm. et qui est parti à un an de la retraite dans des circonstances dramatiques. Euh, Aujourd'hui, on avance sur le travail syndical et souvent je me dis quelque part, voilà, il a mis une petite pierre à l'édifice. À l'époque, c'était compliqué parce qu'il était seul à se battre là-dedans. Le monde syndical cordiste était sous-représenté chez les salariés, chez les ouvriers. Ça change. Et voilà, j'ai toujours une pensée pour lui. Des gens qui m'ont marqué, Daniel Bruyère, Dany, le Dan, c'était un cordiste que j'ai connu dans les Grands Goulets, qui était une grande gueule, et je lui fais un petit signe s'il est encore là-haut à nous écouter. C'est un cordiste qui est malheureusement a disparu aussi, pas sur un chantier, mais dans des circonstances en montagne, dans le Vercors, que j'aimais beaucoup pour son côté grande gueule, vertacomitorien. Euh, des gens plus contemporains, des gens que j'ai formés, parce que comme je suis formateur, il m'arrive de croiser des stagiaires qui m'ont marqué, comme Ouais. sans doute j'ai marqué des stagiaires, euh, et qui ont fait leur bonhomme de chemin, qui ont des enfants aujourd'hui. Ça me fait drôle de les voir arriver il y a 20 ans en arrière comme stagiaires et aujourd'hui de me dire, bah voilà, je suis toujours cordiste. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est des gens anonymes, mais c'est des Mhm. gens qui m'ont marqué sur des formations. Et puis après, il y a des gens que j'affectionne particulièrement comme Julien Rivollet et j'oublie son nom en même temps que je te parle, mais euh, Philippe Krebs, Philips? enfin, Philippe Krebs, c'est quelqu'un que, que j'ai que j'ai connu en formation. Bon, voilà, ça fait partie des personnages marquants parce que c'est des gens qui ont des fortes sensibilités. D'ailleurs, je suis pas étonné de son parcours aujourd'hui et je lui tire mon chapeau à travers la vidéo, mais ce qu'il fait, c'est chouette. Il a toujours cette vision humaine. On l'a tous, hein, mais plus particulièrement chez lui, du Ah ouais, travail il de la met au cordiste. centre. Je pense que Ouais. chez Philips, ça transpire ça. C'est vraiment, il transpire ça. C'est Et je clair. suis content d'avoir croisé son chemin et de continuer à le croiser. Et je suis assez fier de son parcours.
Et voilà, donc évidemment, les gens que je côtoie encore aujourd'hui, je parlais de Julien parce que c'est quelqu'un de très intelligent, très très intelligent. Ménage-toi, Julien. Mmh. Ouais, Et, c'est clair. je sais qu'il fait beaucoup de choses. Voilà, il y a d'autres personnes, hein, j'en oublie sans doute, mais des femmes aussi, parce que j'ai eu très peu de stagiaires cordistes femmes, ça change et il y en a qui m'ont marqué, comme Alix Soulier, qui n'est plus cordiste aujourd'hui, qui c'était la première fille que j'ai eue comme cordiste et qui se dépatouillait dans ce monde très masculin. Je me rappelle même à l'époque, c'était compliqué parce que dans le centre de formation, bah, des vestiaires femmes, il n'y en avait pas vraiment. Ouais, c'est tout bête, hein. Et je crois que c'était la première à occuper les vestiaires garçons. Et tout le monde regardait ça un peu, tiens, une fille qui s'intéresse à la corde. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus démocratisé. Et en urbain, il y a quand même beaucoup de filles mais pas que d'ailleurs. Et voilà, il y a des cordistes féminins qui m'ont marqué parce que je sais pas, ils ont un peu à l'image de Philippe Krebs, ils ont mis peut-être, c'est moi qui suis plus sensible, un peu d'humanité dans ce monde un peu viril de cordistes. Ouais. Ouais, mais certainement, ouais. Ça participe aussi un petit peu à l'évolution, du truc, quoi. D'ailleurs, j'ai un nouveau client qui te connaît, je lui ai dit que j'allais t'interviewer, et c'est Vincent Hérault, qui t'a formé il y a pas très longtemps. Il m'a dit que c'était D'accord. toi son formateur. Après, tu as eu quelques personnes que tu as formées, donc, mais ouais, Vincent, en tout cas. Tu vois, j'ai plus une mémoire visuelle des gens que je croise que des noms parce que parfois, c'est pas moi qui m'occupe de la partie recrutement des stagiaires et sur des formats courts de 1 ou 2 semaines, parfois j'ai pas Ouais, le non, temps mais c'est clair, d'intégrer les j'entends. noms de famille. Bon, en tout cas, il sera Mais content je de le te salue au voir. passage et merci d'avoir pensé à moi. Yes, pas de souci. Toi, donc ouais, toi, t'as des engagements, t'es engagé, t'as quelques combats entre guillemets ou t'as des engagements en tout cas qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu veux un petit peu en parler, notamment dans les syndicats? T'en as un petit peu parlé Enfin, tout à l'heure. dans le milieu associatif, bien avant la dimension cordiste, bon, je pense que en tant que citoyen, voilà, il y a des choses, des sujets de société qui m'intéressent, des sujets environnementaux. Je suis accompagnateur en montagne quand même. Mm. C'est un cordiste qui m'avait mis le pied à l'étrier là-dessus. Un cordiste pyrénéen qui était aussi accompagnateur. Et je me dis, tiens, ça pourrait être compatible avec cette activité saisonnière de l'époque. Et voilà, c'était des gens qui avaient des fibres naturalistes sensibles et j'y suis sensible aussi. Donc, ça a commencé beaucoup par le biais de l'environnement. Ça reste encore le cas dans mon métier d'accompagnateur. Mais sur la partie cordiste, évidemment, que c'est plus la dimension humaine. Moi, j'ai commencé comme intérimaire, puis salarié, puis à nouveau intérimaire. J'ai été un petit peu salarié, je suis devenu profession libérale, donc c'est le seul format que j'ai pas adopté, c'est le format de l'entreprise. Enfin, je suis en Mm. profession libérale, mais c'est un peu particulier, quoi. Euh, bon, ma fibre de formateur, ma fibre humaine m'a amené vers la formation parce que je me suis dit, c'est ce que je sais faire, transmettre de mieux. Euh, J'aime bien le contact humain, essayer de convaincre, essayer de sensibiliser. Et sans doute qu'avec l'âge, c'est encore plus prégnant puisque ben, j'ai envie de dire aux gens qui commencent comme lorsque moi j'avais 20 ans, 25 ans, ben, faites attention à ce à quoi j'aurais dû moi faire attention. Et jusqu'à présent, tout va bien, mais euh, ça a pu m'arriver de sentir le souffle du boulet, comme on dit. Donc mes engagements, ils sont au-delà d'être syndicaux, ils sont, par exemple, quand je fais des formations, je ne peux pas ne pas l'aborder, hein, cette dimension sociale du travail. Par exemple, ce que j'aborde souvent, c'est attention, c'est un métier de patachon, je dis souvent, un métier de patachon, on est valoche à la main. Ça peut avoir des effets euh, dévastateurs sur la famille, sur l'environnement familial, puisque loin des yeux, loin du cœur, c'est pas facile à vivre et pour les familles et pour les cordistes, comme pas mal de métiers hein, du 21e siècle. Donc voilà, j'essaye de faire comprendre aux gens qui veulent entrer dans la profession que bien sûr qu'il y a l'attrait euh, liberté de faire des choses qui sont atypiques, mais derrière, il y a toujours, on présente jamais le revers Bah, le pendant ombragé d'une négatif. profession. Donc voilà, j'essaye sans être un pisse-froid, j'essaie sur les formations de dire attention, il y a ça aussi, quoi. Mais que Et tu sois alors bien évidemment, éclairé sur il tout. y a ça, mais il y a aussi la dimension sociale du travail
et sécu du travail qui peut parfois être très critique. Euh, Moi, j'estime avoir eu de la chance parce que tiens, quelqu'un que j'ai oublié qui est emblématique dans ma vie professionnelle, c'est l'équipe de TSTA, l'équipe de Jean Grolmoun à qui je tire mon chapeau aujourd'hui. C'est lui qui m'a mis à l'étrier quand j'ai commencé, puisque je savais absolument rien du métier de la corde. Aujourd'hui, il a arrêté. Mais c'était mon premier employeur et c'est resté un ami vraiment sincère. Et on parle encore régulièrement de l'évolution du métier. Et voilà, lui, il était dans une dimension humaine du travail. J'ai eu de la chance. Quand j'ai commencé dans des conditions particulièrement favorables. Il y avait du boulot, il y avait des conditions de rémunération et de travail qui étaient très acceptables. Et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de continuer, en fait. Et des fois, je me dis qu'effectivement, il y a des jeunes qui démarrent avec des expériences, alors professionnelles pas faciles, mais surtout des expériences de sécu dramatiques. On mérite pas ça quand on démarre, en fait, dans la profession. Donc, voilà, moi, j'essaye là-dessus, à ma petite envergure, de dire attention, ça, c'est pas acceptable. Euh, En matière de sécu, n'ayez pas peur. C'est sûr que c'est toujours plus facile pour moi, du haut de mes 53 ans, de dire non sur certaines choses que je n'accepte pas dans le boulot. Je me mets souvent à la place d'un jeune qui démarre et qui se dit, bah oui, mais si c'est pas moi qui le fais, ça sera quelqu'un d'autre. Pas simple de dire, bah, je vois bien que ce qu'on m'a appris en formation, c'est pas ce qu'on fait en entreprise, mais il faut que je me dépatouille avec ça parce qu'il faut quand même que je paye les crédits, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a cette réalité-là qui est pas forcément évidente. Et effectivement, toi, tu as le recul, tu ton recul avec ton expérience. Mais pour les petits débutants, c'est pas, ouais, c'est clair, c'est des questions qui sont importantes. Si toi, Il y a des débutants, il y a des débutants qui démarrent tard aussi, hein. ouais, Il n'y bah, a pas que il y a des des jeunes reconversions débutants à la 20 base, ans, hein. hein, mais Non, quand je dis débutant, c'est dans le métier. ouais. Parce que je sais bien que pour le coup, ouais, il y a des reconversions. Enfin, il y en a qui ont une compétence, qui sont maçons, électriciens, etc., qui vont se mettre à la corde. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Si toi, si tu rencontrais le Pierre qui commence, qui arrive vraiment, qui est la bleusaille dans la corde, et il arrive, il débarque, et toi, si tu le rencontrais maintenant, tu lui dirais quoi, toi, avec l'expérience que tu as maintenant? Choisis les gens avec qui tu vas travailler. Alors, facile à dire, hein, mais ce que je lui dirais, c'est ce que je dis souvent aux cordistes, parce que je l'ai vécu et quelque part, j'y ai quand même échappé parce que c'était pas du tout la dimension de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Euh, on vend, et souvent, j'en suis responsable aussi, parce que quand j'ai été formateur jeune, c'était mon discours et je l'ai changé. On vend le métier de cordiste comme quelque chose de mercenaire, solitaire, qui se débrouille en tout en matière de transport, logement, travail, un couteau suisse. Mhm. Euh, et en fait, aujourd'hui, ce que je dis, c'est attention, arrêtons de vendre ce métier comme un métier de mercenaire. Il n'y a pas de cordiste qui travaille seul. C'est un travail d'équipe. Et si on n'a pas cet état d'esprit de je vais bosser avec d'autres personnes, et surtout sur la partie sécurité, puisqu'évidemment c'est ça Mhm. pour moi le plus important, on va travailler en sécurité, il vaut mieux changer de métier en fait. Voilà. Ouais. Souvent, enfin souvent, régulièrement, c'est un constat que je fais, et bon voilà, c'est sans doute lié à l'âge, on a envie de pousser les murs, etc. Mais l'accidentologie, etc., on ne peut pas la vivre seul, il faut travailler en équipe, réfléchir en équipe. Donc un cordiste, c'est déjà un binôme, de toute façon. De base, t'as pas le choix, Euh, de toute façon. voilà. Et en tout cas, un travail d'équipe, de communication, parce que je crois que dans cette activité, ce qui m'a souvent le plus manqué ou pénalisé, c'est la communication. Ah ben oui, mais je t'avais dit ça. Oui, mais moi j'avais compris ça. Et en matière de sécurité, ça peut avoir vite des conséquences dramatiques. Je pensais que, Voilà, bah non, en tout à fait, fait. faut pas penser, faut être sûr. Alors, moi, personnellement, j'ai travaillé sur ce sujet. En plus, je suis dans la communication, je suis formateur, donc c'est facile pour moi aujourd'hui de faire le tour des explications, de m'assurer que mon interlocuteur est compris. Je peux très bien comprendre que tout le monde ne soit pas dans cet état d'esprit-là, hein. Pas tous des grands communicants, et je ne me vois pas comme un grand communicant, mais en tout cas, j'aime bien m'assurer que les gens qui travaillent avec moi comprennent ce que j'essaie de leur dire. Et souvent, ce que je constate, c'est que sans doute
pour la pression, par exemple, quand on est jeune et que on arrive dans une équipe qui est déjà constituée, avec un petit peu de bizutage, un petit peu de virilité. Quand on pose une question à un nouvel arrivant, souvent il va répondre oui, quoi, parce qu'il va pas pouvoir dire non. Et Ouais, bah oui. ça, il y a un gros travail là-dessus chez les cordistes et en entreprise sur l'inclusion professionnelle, parce que tout de suite les conséquences, elles peuvent être dramatiques en matière de sécurité, quoi. On est sur un terrain de foot, on s'est pas compris, bah les Ouais, enjeux, c'est c'est qu'on ça. a pris un but et puis voilà quoi. On est dans un silo, on s'est pas compris avec les partenaires, avec les collègues de travail, avec mon chef d'entreprise, avec mes compétences, la boîte d'intérim, bah, les Mm. conséquences, ça peut être la mort, quoi. Et ça, c'est Bah, pas acceptable. non, c'est clair. C'est pas les mêmes enjeux. Donc voilà, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Si je devais dire quelque chose si je dis, et c'est ce que je fais à un jeune qui arrive, c'est ne pense pas que ce métier, c'est un métier que tu vas faire tout seul. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec les autres, Mm. à Ouais, travailler, clairement. pardon, avec les autres. Ouais, il y en a qui sont pas faits hein, pour travailler en équipe. Et je pense que bah clairement faut juste passer enfin faut pas choisir cette voie-là quoi parce que t'as pas le choix que de travailler en équipe en fait. Ouais. Mais bon. OK OK. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les bonnes pratiques que tu as vues au cours de ta carrière qui ont été mises en place où tu t'es dit là on avance, là il y a un truc ou ça je trouve ça vraiment hyper intéressant en termes de sécurité ou ça peut être en termes de supervision, en termes de technique, une mise en place de quelque chose d'assez technique, je sais pas. Alors, bah, tiens, je vais profiter pour, pas régler un compte, mais j'aime bien faire sortir les vérités de l'ombre dans laquelle elles étaient cachées. Dans les années 2000, j'ai été envoyé comme formateur à La Réunion. Ça m'a marqué puisque c'était je vais pas dire de bêtises, entre 2004 et 2007. L'objectif était de former des locaux, des Réunionnais, parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, et c'était des contrats de professionnalisation en partenariat avec la région. Et je me souviens que il y avait eu des situations dramatiques, notamment un accident qui s'était présenté, qui s'était passé en présence de mes stagiaires. J'avais deux stagiaires qui étaient sur la route du littoral à La Réunion, qui étaient donc pendant 2 semaines en chantier avec des anciens qui travaillaient sur une seule corde. Il y a eu un accident dramatique qui aurait pu être beaucoup plus dramatique. C'est un cordiste en activité qui a changé de corde sur une corde qui n'était pas attachée, qui a fait une chute de 30 mètres. Et il a eu de la chance parce qu'en fait, la corde c'était la même en fait. C'est-à-dire que celle sur laquelle il était Hmm. attaché, sur laquelle il a changé, c'était la même. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé à l'envers. 30 mètres de chute, il s'en est sorti avec à l'époque une cheville tordue. Je crois qu'il a Ok. arrêté. Ouais, il s'est fait peur. Il s'est fait peur. Il a arrêté les travaux sur corde à l'époque, c'est ce qu'il a dit. Et j'y étais, j'ai vu, enfin, j'étais pas là le jour de l'accident, mais j'étais sur les lieux de l'accident avant avec mes stagiaires. Et je me rappelle très bien qu'il y avait déjà ce conflit de, non mais Pierre, je comprends pas. Alors, tu nous formes à travailler sur deux cordes, mais en fait, sur des chantiers, il y en a qu'une seule. Donc, ce débat qui reste encore prégnant des fois dans le TP. Je l'ai encore entendu il y a quelques semaines en formation. Et à l'issue de cet accident, alors, on va dire que l'hypocrisie a servi la cause, c'est que les entreprises concernées par les groupements, dont je tairai les noms, mais ils se reconnaîtront, euh, s'étaient précipitées à fournir et à mettre à disposition aux cordistes des cordes de sécurité. Et qui leur ont dit maintenant on met des cordes de sécurité partout. Donc on a vu hop exploser tout à coup des cordes de sécurité rouges partout, toutes neuves. Et je me suis dit c'est chouette, mais j'aurais aimé qu'ils soient honnêtes jusqu'au bout. À l'époque, ils avaient dit c'est parce qu'il avait une corde de sécu sur le chantier qu'il a survécu à l'accident. Alors qu'en fait, c'était pas du tout parce qu'il y avait une corde de sécu. Mais bon, Ouais. on n'a rien dit à l'époque parce que, mais bon, maintenant il y a prescription, donc Mais bon, je préfère le dire. c'est dommage qu'il faille passer par un presque accident, enfin, Ah voilà, oui, ça aurait pu. c'est dommage qu'il faille Été passer par évacué ça en pour, hélicoptère. ouais, ouais, Ça a été à l'époque, ça a été c'est quand rocambolesque. même quelque chose. Alors, il y a une faute de sa part, évidemment, mais il fait une erreur de manipulation, et c'est difficile de juger avec le recul, mais qui n'avait pas attaché la corde en haut, peut-être lui, peut-être pas lui, on ne saura jamais. Il n'y a que lui qui sait. Et je lui tire mon chapeau aujourd'hui d'avoir survécu. Mais je me souviens bien de cet épisode où, je crois que j'ai gardé les articles, on avait communiqué sur le fait que grâce à la deuxième corde, il avait survécu à une chute dramatique. Euh, J'aurais tendance Après, à dire que c'est plutôt l'inverse, c'est parce qu'il n'y avait pas de deuxième corde qu'il a fait une chute de 30 mètres. Mais bon, oui.
Oui, Ça a sollicité les entreprises à mettre en place des cordes de sécu. c'est ce C'était que plus j'allais dire. facile pour moi pour le discours de formation à l'issue. Mm. Et je crois que les 2 stagiaires qui ont assisté à la chute, parce qu'ils étaient au-dessus au moment de la chute, eux, il n'y a pas eu besoin de leur faire beaucoup d'explications pour comprendre qu'il fallait Ah mettre bah, des je cordes. pense que eux, ça les a un petit peu vaccinés, on va dire. Je sais C'est pas s'ils pas. sont encore cordistes. Ouais. Ben voilà. Bah, faut voir Euh, ce qu'il faut se dire si on cherche le positif, c'est peut-être que même si c'était une fausse com, ça a peut-être participé à l'évangélisation de la seconde corps. De ces bon jeunes. voilà, ça c'était de manière anecdotique, des choses qui ont changé par à coup, parce qu'il y a une Mhm. circonstance qui s'est passée. Après, non, j'ai rien en particulier. Je vois que les choses. En fait, j'ai tendance à penser, pardon, que la résistance au changement, elle est partout, y compris chez les pratiquants. On a aussi nos tocs chez les ouvriers cordistes, nos résistances au changement, nos discussions interminables. Euh, mais fondamentalement, je me dis que, parce que je crois que ça fait partie de tes questions après, euh, ce qui changera fondamentalement, c'est quand les gens de ma génération seront partis. Pas au sens où bon débarras, mais au sens où finalement les choses ne changent que lorsque les gens changent avec. Parce qu'on est imprégné de notre culture cordiste, et c'est difficile d'accepter que ce qu'on a fait pendant des années, c'était pas adapté. Et je vois bien qu'il y a des résistances sur certaines choses. Euh, Par exemple sur la supervision, parce que c'est un sujet qui m'intéresse en particulier ces dernières années. L'encadrement, la supervision, c'est quelque chose pour moi, avec le recul, avec mon petit recul de 30 ans sur corde, et me paraît indispensable, et d'ailleurs réglementaire, mais en tout cas indispensable à mettre en place. Euh, c'est, Ça changera une fois que la génération qui a fonctionné à l'ancienne sera Mm. partie. Voilà. Sur les gens qui prennent des décisions. Bon, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je vois bien qu'il y a des résistances, et chez les cordistes et dans les entreprises sur ouais, la supervision, mais c'est compliqué à mettre en place, c'est coûteux. Ben oui, bien sûr, c'est compliqué, c'est coûteux, mais en même temps, c'est obligatoire et c'est ce qui protège le mieux. Enfin, c'est un des éléments qui va protéger le mieux, notamment les nouveaux arrivants, puisque la supervision, ben, souvent, c'est les a priori anciens en termes de compétences qui vont avoir du recul et qui vont faire un pas en arrière pour dire là, les compétences de mes gars, elles sont pas adaptées pour ce que j'ai à faire. Il manque ça. Et je vois qu'il y a une résistance au changement là-dessus. Et je pense que ça changera peut-être, je sais que c'est une de tes questions, dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans, on regardera le fonctionnement des cordistes des années 2000 comme quelque chose de waouh, ils faisaient ça comme ça à l'époque, c'est bizarre quand même, ils étaient fous, quoi. Et tant mieux. Peut-être pas, je Après, sais pas. ouais. Après, ce frein-là, il est pas tant générationnel, je pense. Il est un peu institutionnel. Enfin, c'est pas juste générationnel, je pense. Ouais, pas juste, tu as raison, tu as raison. Mais Euh, qui constitue les institutions? oui, Les gens de ma génération. c'est pas faux. Donc c'est intimement lié. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Bon, bah déjà, tu me grilles mes questions, c'est gentil, tu vas me foutre au chômage. Non, je fais du lien, je fais du lien. C'est très fort, c'est très fort. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner un chantier marquant, tes plus beaux chantiers? J'imagine que tu en as quelques-uns en tête, mais vraiment un chantier où tu t'es dit, waouh, là, je suis vraiment un privilégié, que ce soit sur un plan technique, soit sur un plan, on va dire, de paysage géographique, quoi. Bon, évidemment, la Réunion, ça m'a marqué, mais c'était pas vraiment des chantiers, hein, parce que j'étais en formation, formateur. En fait, de manière assez banale, je te dirais que ce qui m'a marqué, comme tout le monde, c'est quand c'est la première fois. Et quand je suis rentré dans le milieu de la corde, j'ai eu la chance, comme je te disais tout à l'heure, de rentrer dans une équipe formidable. On était une équipe de quatre, et on faisait des chantiers dans les Pyrénées. Pour moi, c'est quoi cet univers, en fait? Sous terre, dans des grottes, dans des canalisations souterraines, en falaise, et dormir en refuge. J'ai vécu la première partie de ma vie professionnelle dans cette entreprise là, à Véronèse, qui était dans les Pyrénées, qui travaille beaucoup dans les Pyrénées pour EDF. Voilà, j'ai enchaîné plein de chantiers, les uns plus intéressants que les autres, en termes de technicité, en termes d'adaptation, en termes de paysage, en termes de rapport humain. Euh, voilà, c'est voilà, de manière assez banale finalement.
les premiers chantiers, ceux qui m'ont marqué le plus, c'est les premiers que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. Après, effectivement, euh, ouais, des chantiers marquants, des chantiers qui ont été techniques, pas forcément des chantiers qui sont très agréables, mais par exemple, toute la période où j'ai travaillé pour Profil avec Nicolas Graffeo, que je salue au passage, qui fait partie aussi des gens que j'apprécie, il avait déjà à l'époque une vision, alors lui, très équipe et, euh, et très sécu, beaucoup de protocoles. J'ai appris beaucoup de choses à son contact en matière de milieu confiné. Mhm. Et je regarde d'ailleurs de manière assez effarée comment les choses parfois se sont dégradées alors qu'elles auraient dû évoluer, sans généraliser encore une fois. Mais on était dans des conditions et dans des chantiers qui étaient extraordinaires. C'est-à-dire qu'on était là où on allait, personne n'allait, quoi. D'ailleurs, je me rappelle un événement qui m'avait marqué, c'est que Nicolas Graffeo, qui à l'époque était chargé d'affaires industrie pour Profil sur l'aire marseillaise, quand on est allé travailler à la Farge, sur les silos de ciment, mais il avait fait venir une équipe du Grimpe, parce qu'on se disait effectivement, bah, même si on a réfléchi à un protocole, et à l'époque il était bien pensé, je trouve, parce qu'on avait un treuil paillardé qui marchait avec 3 sources d'énergie, on avait un narguilé, enfin 2 narguilés, on était 2 équipes de 2, donc on avait eu des aéries, des formations aéries, enfin on était bien préparé, on avait beaucoup de réflexions en amont, et j'ai trouvé ça génial à l'époque. Mais Nicolas s'était dit, ça serait bien qu'on fasse venir le Grimpe, parce que si un jour on a un souci, certes, on a les moyens de s'en sortir, mais si jamais on se fait déborder, est-ce que les secours classiques, atypiques, seraient capables de venir nous sortir? Et je me rappelle que quand le Grimpe est arrivé sur la plateforme du silo, eh bien, ils nous ont dit, vous savez, là, on est un peu à la limite de nos compétences en matière de matériel et de compétences tout court. Et ben là, vous êtes un peu livré à vous-même. Si jamais il y avait un accident, on se gratte la tête, quoi. Donc ça nous avait fait du bien de les voir. Et en même temps, on s'était dit, ouais, en fait, là, On s'il y a voit un les limites, incident, quoi. ben, d'où l'intérêt d'avoir énormément réfléchi en amont sur, et s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on a prévu? Et à Ouais, il l'époque, avait eu Nicolas était, ouais, il avait eu ouais. cette clairvoyance-là, quoi. Et quand je vois après l'histoire, les histoires dramatiques qui se sont passées sur des situations où il aurait dû avoir ce travail, alors qu'on est presque 20 ans après, je me dis quand même c'est fou parce que on devrait normalement améliorer les choses, et pas les dégrader, quoi. J'ai vu les équipes fondre, entendre parler de gens qui bossent avec un gars au fond, un gars en haut, alors qu'on était des équipes de 4. Donc tu faisais une journée où tu étais épuisé, certes, mais tu avais fait une demi-journée au fond à gratter la matière, et tu savais que l'après-midi, tu étais en haut, euh, à gérer les narguilés, le treuil, c'était quand même plus reposant. Aujourd'hui, j'entends des cordistes qui grattent la matière toute la journée dans des circonstances où, s'il y a un incident, ils n'ont pas de marge de manœuvre, quoi. Avec les Mm. accidents qu'on a connus, qu'on sait tous, pour ceux qui s'intéressent aux accidents chez les cordistes. Et ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça dramatique. Alors voilà, je veux pas noircir ta question puisque la question c'était quels sont les chantiers qui m'ont marqué. Euh, Moi, j'ai eu la chance que ça m'ait marqué positivement. Euh, Après, un chantier qui m'avait beaucoup plu, j'ai oublié le nom d'entreprise, mais c'était chouette. Sur la chaîne de l'Étoile à Marseille, on avait démantelé une antenne pour BFM Radio, euh, si je dis pas de bêtises. C'était une antenne qui était pas du tout portante. C'était une antenne avec des câbles en fibre de verre, assez ancienne, et je me rappelle que c'était chaud. C'était chaud parce que on avait peu de marge de manœuvre. L'employeur avait mis en place un process qui était pas idiot, mais voilà, on marchait sur des œufs parce qu'on était très haut, sur pas grand-chose, petit, euh, petite structure métallique très fine. Mhm. Il valait mieux pas trop la solliciter, mais par contre, la boule au ventre, mais un paysage au-dessus de Marseille, de fabuleux, quoi. Je veux dire, hein, t'es sur la chaîne de l'Étoile au-dessus de Marseille, tu peux pas être Ouais. plus haut. Petit Euh, point de vue sympa, c'est quoi. des chantiers qui m'ont marqué, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Top. Ok. Ah, des bons souvenirs à Marseille, du coup, pour toi.
Oui, oui, oui. Et je pense aussi à une époque où j'ai fait du TP, notamment dans le Vercors, pour Ozone, dans les Grands Goulets. Ça aussi, c'était des chantiers où, waouh, ça m'avait mis la boule au ventre parce que je changeais d'univers, c'était la falaise, des conditions difficiles. Mais par contre, ce que j'ai découvert dans ce métier, dans le TP, c'est les fortes cohésions des équipes. Voilà, on Mhm. travaillait en binôme, foreur et foreur. C'était presque de la montagne en fait qu'on faisait, comme si on était en course entre potes, sauf que on faisait une course un peu particulière, c'est Ouais, que c'est ça. on mettait en place des machines en falaise, mais on tapait des ancrages, on grimpait, on gérait les frottements, il fallait gérer les pauses, il fallait gérer les accès sur corde, il fallait anticiper sur la météo, les pluies. Enfin, je retrouvais un peu cette espèce d'ambiance montagne. Je salue d'ailleurs Christophe Valère, qui était un gars avec qui j'ai travaillé beaucoup en formation, qui aujourd'hui est sur Annecy et fait du parapente et comme professionnel. Mais voilà, c'est des chantiers, des grands goulets euh, dans le Vercors qui m'ont, en matière de d'ambiance, brouillard en bas, neige, froid, vertigineux, ça m'a vraiment marqué quoi. J'en parle souvent sur les formations. Enfin, Yes. et en plus finalement, j'ai eu de la chance de toucher dans les métiers de la corde à des choses très éloignées. Hein, j'ai bossé en urbain, j'ai bossé en téléphonie mobile, ça a été une chouette époque aussi. J'ai bossé en travaux publics, en falaise, j'ai bossé en souterrain pour EDF, j'ai beaucoup bossé en industrie sur pas mal de nettoyage industriel. Et donc ça m'a permis d'avoir, Ouais, t'as un peu une vision 360. Enfin, c'est peut-être beaucoup ouais, j'ai pas après, tout quoi. fait non plus, évidemment, ce serait Non, mais t'as potentiel de une ma bonne part, vision quand mais même, quoi. voilà. Et des ambiances de professionnels très différentes. Hmm. Ouais, ouais, c'est hyper enrichissant. Bon, en tout cas, si je suis encore là-dedans aujourd'hui, Oui, si c'est bien visiblement, parce c'est que que t'as tout ça, envie ça d'y m'a regoûter. plu. Non, voilà. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est top. Ok, moi j'ai un peu fait le tour des questions que j'avais préparées. Est-ce que toi, il y a d'autres sujets que tu voulais voir ou est-ce que ça va pour toi? Non, il y avait un message à faire passer, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, voilà, gardons un métier d'équipe, euh, réfléchissons ensemble, quel que soit son niveau de compétence, le premier arrivé comme le plus ancien sur euh, comment on va envisager du point de vue de la sécurité le travail qu'on nous demande de faire. Voilà. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui sont capables de, même avec peu d'expérience, de réfléchir à des solutions qui sont très intéressantes. Euh, il y a des gens qui sont forts pour faire passer les messages dans l'entreprise de manière à ce que ce soit accepté. Faut jouer avec toutes ces compétences, qui sont pas des compétences de savoir utiliser un descendeur, etc. C'est ouais, des gens qui ont une vision globale du métier qui est intéressante, Mhm. toujours sous cet angle de la sécurité. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité? La dernière fois, on a eu cette expérience qui n'était pas top. Et puis, si je fais passer un message aussi, si je devais faire passer un message aussi, c'est quand je bosse en équipe, je prends en considération le niveau de celui qui a le moins de compétences et pas celui qui a le plus de compétences. Donc, Ouais. ça veut dire qu'en fonction du chantier que j'ai à faire, en fonction des gens que j'ai dans mon équipe, eh ben, je ne ferai pas la même chose. Bah Parce oui, c'est que j'ai affaire à des gens qui ont baroudé, donc je sais ce que je peux attendre d'eux et ce qu'ils peuvent attendre de moi. Et si demain je le fais avec des gens qui viennent de démarrer, je ne regarderai pas la certification qu'ils ont passée, je regarderai l'expérience qu'ils ont en matière de sécurité, leur vision des choses, et en fonction, peut-être quelque chose que je ne ferai pas, quoi, ou différemment. ouais, ouais, je comprends. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, merci beaucoup. Hyper intéressant. Ah si, une petite Ben, question. merci pour. Est-ce que toi, tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode? Quelqu'un qui pourrait être intéressant, que tu voudrais entendre au micro? Euh, Parmi les gens dont je t'ai parlé, je ne sais pas qui t'as eu déjà. Alors, il y a eu Julien Euh, qui a déjà passé. Bon, Philippe, il passera. De toute façon, il m'avait ouais. dit qu'il était OK. Mais j'attendais un peu parce que si je fais toute la brochette du Greta dit tout de suite, là,
Et après, non, non, Ouais, j'écoute on pas est trop. d'accord. Euh, Moi, il y a un garçon que j'aime beaucoup, c'est Johan Garcia, qui, qui Ça travaille, je me crois, parle. toujours chez Profil, voilà, qui Ouais, fait beaucoup de après, nucléaire, il est lui. passé à profil. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et il a dû bosser un petit peu avec. Je le vois demain sur un workshop à Paris. Je peux lui donner ton contact si tu veux. Ah oui, bah, Euh, alors attends, je vérifie devant toi. Pour moi, j'ai son numéro. Mais, parce que ok. il a bossé, donc, et chez Profil, et il a dû bosser avec Eric Foreau de Groupe F, je crois. Ah, je regarde ça tout de Ouais, il a suite. fait de la formation aussi. C'est un Ouais, garçon ouais, ouais, bah, il a un qui a un petit bon état background. d'esprit. Johan Garcia, je pense que Ouais, j'ai son. Mais n'hésite pas à lui en parler. Et puis, écoute, ouais, si je lui tu me dirais. dis Ouais. s'il est motivé, t'hésites pas. Avec plaisir. Après, c'est dommage que Jean-Marie Dubois soit plus de ce monde, mais ça aurait valu vraiment le coup il aurait été à la retraite, de voilà, de l'interroger sur ce qu'il voit aujourd'hui, parce que lui, c'était vraiment sa passion, le syndicalisme. Il était syndicat SCAFCO, donc scaphandrier cordiste. C'était un plongeur d'abord, Ouais, ce que tu qui disais. s'est mis à la corde sur le tard, et donc une vision un peu plus élargie. Mhm. Euh, Ça serait intéressant, peut-être que tu interroges mon premier employeur, puisque tu me disais que tu n'avais pas trop de contacts employeurs. Si? Bon, j'en ai. Pour l'instant, j'ai fait juste un épisode. En fait, j'essaie de consacrer les épisodes à des points de vue différents. Moi, le but, c'est vraiment Ouais. d'avoir tous les prismes. Je trouve que c'est hyper important d'avoir le point de vue. Je le ferai avec genre un nouvel arrivant dans le métier, comme tu disais. Je trouve ça hyper important en fait d'avoir le point de vue de tout le monde. Donc voilà. Mais ouais, vas-y. Je pensais à, ben, je t'en ai parlé tout à l'heure, donc Jean Grolmoun, qui a été mon premier employeur, qui n'est plus dans le métier aujourd'hui, mais qui a été passionné pendant longtemps. Ça serait intéressant la plupart des questions que tu m'as posées, il pourrait y répondre. Euh, Yes. je pense à lui. Euh, je dois avoir un nom de fille. Je sais pas si ça fait partie de tes objectifs aussi, de poser la question à quelques femmes cordistes. J'ai déjà fait un épisode Euh, avec Leslie Graff, mais je suis pas du tout fermé à ouais, en faire d'autres. je sais pas si Sophie acceptera de se laisser interroger parce qu'elle a un fort caractère et je l'adore, je la salue au passage. Mais Sophie Baucher, c'est quelqu'un voilà, qui tourne, qui a un profil atypique, qui est une femme, on va dire, une ancienne dans la profession et qui Et a je crois qu'elle a dû parler d'elle, fortement. Leslie, Ouais, je dans pense aussi, l'épisode. ouais. Je crois C'est qu'elle quelqu'un l'a évoqué, il me qui, semble. ben voilà, ça fait partie des gens. Tu peux y aller les yeux fermés. C'est des gens qui ont des choses à raconter et Yes. qui ont la profession et la passion chevillées au corps. Top. Ok, ok. Bon, puis si je pense à quelque chose d'autre, entre-temps, je Oui. te ferai un petit message. Mais Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai carrément. croisé Avec beaucoup de plaisir. gens, euh, mais je ne me rappelle pas de tout le monde. Des noms, en tout Ouais, cas. tu m'as déjà donné quelques pistes intéressantes, je crois. Bon, en tout cas, merci pour cet entretien, c'est chouette. Eh ben, merci à toi, avec grand plaisir. Merci Si ça peut d'avoir faire partagé avancer ton le expertise. schmilblick, Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le résumé de ce podcast. Le et salut aux résumé de- cordistes. Hein. Eh ben, hein, bonjour à tous les cordistes, qui sont Ouais. quelques-uns. J'espère qu'ils seront quelques-uns à nous écouter. Il y en a pas mal qui nous écoutent, on est pas mal suivis, donc c'est plutôt pas mal. Eh ben, Ben, top. merci Erwan pour ton Eh- travail aussi, parce que c'est tout à ton honneur de faire Avec grand sortir plaisir. les mouchoirs des placards. Ouais, c'est ça. Eh ben, non, non, ah, c'est avec grand plaisir, ouais. Et bah du coup, écoute, c'est terminé pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir Ouais, suivis pour ce 5e épisode. Moi, je vous dis à très très bientôt. T'en parlais tout à l'heure, moi, dans le prochain épisode, bah, c'est pareil, je serai devenu papa. C'est ok. c'est le dernier épisode où je serai Félicitations. papa. Merci beaucoup. Et puis bah du coup, voilà, je dis à tout le monde à très bientôt. Au revoir. Salut Erwan. Salut tout le monde.